3 exemples d'échelles de participation et pourquoi elles sont intéressantes, présentés par le MJSM. Les échelles de participation sont de bons outils pour réfléchir au rôle et à la place des personnes concernées dans vos instances et projets. On n'a pas toujours envie de commencer cette réflexion parce qu'on pense souvent que seul le top de l'échelle est à viser et que c'est à peu près impossible d'atteindre ce niveau de participation en tout temps, partout. Pourtant, c'est effectivement pas souhaitable d'avoir toutes nos instances à une extrémité ou à l'autre des échelles. L'important, c'est d'éviter les participations symboliques au bas de l'échelle, c'est de s'assurer qu'il y ait certains espaces réellement décisionnels pour les participants-participantes et surtout, c'est d'être transparent sur le niveau de participation réel. La première échelle qu'on voulait vous partager, c'est une échelle qui a été construite par l'Institut du Nouveau Monde et c'est une échelle qui parle de la participation publique. Il y a 5 degrés de participation, dont seulement 3 sont considérés comme un niveau de participation réellement active. Donc, premier degré de participation, c'est information. Donc, les participants s'informent au sujet des enjeux liés à un problème à résoudre ou à une politique. Le deuxième degré, c'est la consultation. Les participants informent les décideurs de leur opinion et point de vue. La troisième, la première participation active, c'est le dialogue. Donc, les participants échangent autour d'un enjeu et confrontent leurs idées et points de vue. La deuxième en participation active, la quatrième de l'échelle, c'est la délibération. Donc, les participants formulent ensemble un avis sur une question précise. Et la dernière, c'est la co-construction. Les participants contribuent à la construction de la démarche elle-même et à la prise de décision finale. Nous, on la trouve intéressante parce qu'elle aborde là, un aspect de la participation au niveau citoyen, au niveau politique publique, qui est différent un peu des autres échelles. Et on trouvait intéressant là, l'ajout du dialogue entre eux des citoyens versus la majorité des échelles qui sont seulement entre le lien du leadership ou preneur de décision et les personnes participantes à la décision, les activités, les impacts des décisions, etc. La deuxième échelle qu'on voulait vous présenter, c'est une échelle du collectif créatif des territoires, qui est un collectif citoyen français. Celle-ci a été construite en bonifiant l'échelle de participation de Sherry R. Arnstein en 1969, qui est souvent utilisée. Donc, les 8 étapes, vous avez vu, il y a plus d'étapes que ça, mais il y a d'abord les 8 étapes plus traditionnelles de l'échelle. On dit traditionnelle parce que c'est celle qui était sur l'échelle de participation originale là, depuis 1969, qui est réutilisée régulièrement pour plein d'effets. Dans cette échelle-là, il y a d'abord en bas 2 niveaux de non-participation. On parle là, de manipulation et de thérapie. Donc, il y en a un où est-ce que on veut impliquer les gens, oui, mais en les forçant par la manipulation à faire ce qu'on veut. Et la seconde, la thérapie, c'est qu'on n'est pas dans un rôle où on implique la personne à participer, on est dans un rôle où on se place au-dessus de la personne dans la compréhension et la participation de ce qu'on partage. Ensuite, il y a 3 niveaux qu'on appelle des niveaux de coopération symbolique. Vous allez quand même les reconnaître de tout à l'heure. Là. Il y a l'information, donc c'est qu'on informe les citoyens. Donc, à l'information, on parle de coopération symbolique parce que c'est unidirectionnel. Hein? On donne de l'information. Ensuite, à la consultation, c'est un peu plus légitimant, mais tu peux avoir à peine plus de conséquences sur la décision que dans celle de l'information. Donc, elle t'offre aucune assurance que la participation va être prise en compte. À l'échelle de la réassurance, ça consiste là, à autoriser ou même inviter les citoyens à donner des conseils, à faire des propositions. Mais ensuite, on laisse ceux qui ont le pouvoir être les seuls juges de la décision. Quand on entre par la suite dans les 3 niveaux de pouvoir effectif des citoyens, on entre d'abord via le partenariat.
Dans un partenariat, on fait une redistribution du pouvoir par une formule de négociation entre les citoyens et ceux qui la détiennent. Donc, les partenaires doivent co-décider qui a quel espace et comment ils vont travailler ensemble. Dans la délégation de pouvoir, les citoyens occupent une position majoritaire ou disposent d'un droit de veto qui leur confère l'autorité réelle sur le plan de la décision, ainsi que la responsabilité de rendre des comptes publiquement de ce qui concerne le programme, le projet, la décision. Donc, c'est eux, ils deviennent imputables parce que c'est eux qui ont maintenant la possibilité de réellement prendre les décisions. Et dans le contrôle citoyen, à ce moment-là, toutes les tâches de conception, de planification, de direction du programme, du projet, d'exécution relèvent directement des citoyens. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et les bailleurs de fonds du programme, du projet, entre eux et le financement des services qu'ils dirigent, etc. Donc, ça, c'est les 8 étapes de participation, les 8 niveaux de participation qui sont traditionnels, disons, par rapport à l'échelle originale. Et ensuite, il y a la raison pourquoi on vous la partage, celle-là en particulier, 3 étapes ajoutées qu'on trouvait vraiment super intéressantes. Ils appellent ça des étapes d'action effective des citoyens. On a d'abord la première qui est la diffusion citoyenne. Donc, les citoyens sont fédérés, là, se sentent concernés collectivement autour de la définition du programme et c'est eux qui ont le rôle de mobiliser les parties prenantes nécessaires à la mise en œuvre du programme. Non seulement ils prennent les décisions puis ils exécutent, mais c'est aussi leur job de mobiliser les bailleurs de fonds, de mobiliser les participants, de mobiliser tous les partenaires pour rendre ça possible. Ensuite, on a les actions citoyennes. Les actions citoyennes, c'est quand les citoyens, habitants, acteurs économiques, locaux, etc., sont impliqués dans le projet et qui réalisent eux-mêmes une partie du projet qui a fait consensus, que ce soit une intervention, une action, une activité temporaire ou pérenne. Donc là, on a collectivement une instance qui a pris une décision par consensus et il y a un mandat, une tâche qui est donnée à cette personne-là de l'exécuter. Fait que là, on dépasse le collectif et on revient vers l'individuel. Donc, le collectif de citoyens a pris toutes les décisions, a déployé les actions, a été mobilisé les acteurs et en plus, maintenant, il redonne le mandat à des citoyens concernés de prendre en charge l'exécution, la réalisation des étapes. Finalement, les actions coordonnées sont quand les citoyens collaborent à divers niveaux pour mettre en œuvre le projet sur lequel ils se sont accordés, allant parfois jusqu'à une gouvernance partagée. Donc là, initialement, on s'en allait vers le collectif. Ensuite, on est parti du collectif pour dire toutes les décisions, tous les choix sont dans les mains du collectif. On le retourne vers des individus qui sont des personnes concernées, qui sont des citoyens, qui vont reprendre une partie des tâches et de l'exécution. Et dans les actions coordonnées, c'est qu'on se réentend collectivement dans qui va faire quoi à l'intérieur de ces individus-là et comment on va le mettre en œuvre. Donc, finalement, ce serait l'étape ultime, par exemple. Et au-dessus de ça, ils ont ajouté un petit ajout que nous, on aimait beaucoup, qui était modélisation et capitalisation. Quand on parle de modéliser, là, on parle de construire des choses qui peuvent être utilisées par d'autres. Et quand on parle de capitalisation, on parle de créer une ressource qui ajoute quelque chose au monde, là. Et donc, à partir des partenariats, il y a une action réflexive qui se met en place qui permet de capter les bénéfices des méthodes de participation mises en place en vue d'une diffusion de type méthodologique et d'un transfert d'expérience ou comme exemple qui permettrait de reproduire cette expérience. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais nous, on trouvait ça bien intéressant parce que l'objectif ultime du mouvement, c'est que les jeunes concernés soient à toutes les étapes et idéalement un jour, moi, j'ai plus de job parce que je suis plus jeune, puis en ce moment, on a des employés qui sont aussi des jeunes concernés, donc les personnes concernées se retrouvent partout, mais l'objectif ultime de cette trousse, c'est la modélisation et la capitalisation. Donc, c'est de partir de ce qu'on a fait,
en offrant un symbole, un modèle qui peut être réutilisé et qui va ajouter une ressource par la réflexion, par la structuration qu'on lui a donnée, collective que d'autres peuvent utiliser pour recréer ce type de participation citoyenne. Donc, vous comprendrez pourquoi on l'adore. Finalement, la troisième échelle qu'on voulait vous présenter, c'est une échelle du Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. Et on la trouve particulièrement intéressante car elle aborde les conséquences sur les jeunes de les impliquer aux différents niveaux. Eux sont allés avec rouge, jaune, vert. On a un peu moins de catégories que l'échelle précédente, mais l'accent vraiment qu'on trouve intéressant, c'est sur les effets d'y aller selon les différents types de participation. Donc, pour les 3 premières étapes, là, on parle de dire stop. Ça va être des effets démotivants et négatifs. Ces 3 étapes-là, c'est la manipulation, qu'on dit que les jeunes sont dirigés par des adultes sans réelle possibilité de donner leur avis. Ensuite, la décoration. Un jeune est invité à la table, mais on lui donne peu ou pas de tâches d'influence ou de pouvoir de décision. Et le geste symbolique. Donc, on inclut un jeune pour le seul fait de pouvoir dire que les jeunes sont inclus, surtout ceux qui ont des identités différentes. Vous allez peut-être entendre des fois tokenisme. Donc, ça a un effet démotivant et négatif sur les jeunes. Ils peuvent se sentir anxieux, non informés, diminués, soumis à des pressions, drainés, frustrés, non entendus et inutiles. Ensuite, on offre 2 avancées prudemment. Là, encore une fois, vous retrouvez des termes. Information, donc les jeunes sont tenus au courant des programmes, des services et des changements de politique sans pouvoir contribuer au processus. Et la consultation, les jeunes ont des rôles à jouer, ils donnent leur avis, on leur explique comment leurs commentaires influencent la prise de décision des adultes. C'est positif ou neutre. Donc, selon la manière dont on les mobilise, les jeunes peuvent s'être sentis écoutés et valorisés correctement ou seulement s'être sentis écoutés de façon sélective et sous-utilisés. Finalement, le « allez-y », c'est l'élaboration conjointe et le partenariat. Donc, les jeunes élaborent conjointement tous les projets, services et processus qui sont importants pour eux ou qui les concernent. Ils ont la possibilité de diriger des activités, de participer au processus décisionnel et de travailler en tant que partenaires égaux avec les adultes. Les jeunes et les adultes entretiennent des relations authentiques, donc sincères et fondées sur la confiance et la collaboration, dans lesquelles l'expertise et l'expérience des jeunes est respectée et appréciée. Ça a un développement positif sur les jeunes. Ça offre des services et des résultats améliorés. Les jeunes pourraient en tirer des capacités accrues, un sens du devoir, de la confiance en eux, une motivation à apporter une contribution significative. Donc, voilà pour les feux de circulation de l'engagement des jeunes. Et voilà. Donc, vous allez trouver les 3 échelles que vous pourrez regarder en détail si elles vous intéressent dans la trousse, dans les outils de la trousse. On espère qu'en choisir une pourra nourrir les réflexions et les discussions que votre groupe va avoir sur la place des jeunes et de leur participation.